Bonjour et bienvenue pour ce numéro exceptionnel du Journal des Biotech et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Didier Hoche, PDG de Ferresides. Bonjour Didier. Bonjour. Alors Ferresides, je le rappelle, biotech créée en 2007, spécialiste des phages et oui, ces virus tueurs de bactéries qui pourraient bien être une solution à l'antibiorésistance. Ferresides qui a été introduite en bourse en février 2021, un petit peu plus d'un an maintenant. Didier, pour commencer, il va falloir revenir quand même sur cette nouvelle récente, l'évolution de gouvernance de Ferresides, société qui était organisée en directoire. C'était plutôt surprenant pour une biotech et qui évolue. Qui a évolué, donc qui est passé conseil d'administration, direction générale. Et vous, Didier, vous étiez président du conseil de surveillance. Vous devenez PDG. Déjà, quel est votre parcours? Et puis, pourquoi cette évolution de gouvernance? Alors, je vais peut-être commencer par l'évolution de gouvernance. Oui. En fait, c'est structurellement, depuis le départ, Ferresides avait été mis en conseil de surveillance avec directoire. C'est une structure un peu bizarre pour une biotech. C'est pas commun, c'est vrai. Voilà. Donc, on avait en tête, en fait, moi j'ai rejoint Ferresides en fin 2018 et je prends la présidence du conseil de surveillance début 2019. On avait déjà l'idée de changer cette organisation et passer en conseil d'administration depuis longtemps. Bon, on avait d'autres priorités et en fait la question s'est reposée au moment du passage en bourse et pour des raisons de timing, on n'a pas voulu, on ne pouvait pas le faire avant, on ne voulait pas le faire juste après. Juste après, ça aurait été un peu peut-être surprenant, oui. Donc on s'est dit on va le faire un peu plus tard, donc on a pris notre temps, on a fait rentrer dans le board des gens avec des compétences un peu différentes, en infectiologie avec Robert Sebag, Eric Clair qui était un spécialiste des États-Unis puisqu'on veut s'internationaliser, et puis bon cette année on a décidé de passer en mode conseil d'administration, ce qu'on a fait au courant du mois de mai. Alors moi, bon, comme je vous l'ai dit, mon parcours, il est très simple. Enfin, très simple. À l'origine, je suis médecin, mais je suis rentré très vite dans l'industrie par le côté commercial, puis marketing, puis direction générale. Donc, c'est toute cette première partie du parcours dans la pharma chez Ron Poulenc, qui est devenu Aventis. Hein, et j'ai pris des fonctions d'abord en France, où j'étais directeur général adjoint de Ron Poulenc-Rorer quand on a fusionné les entités. Après, je suis passé à l'international pour m'occuper d'Aventis, de Ron Poulenc-Rorer International comme vice-président Middle East Africa. Puis après, j'ai fait ce qui était mon objectif à l'origine, c'était de rentrer dans les vaccins. Parce que je suis médecin, mais aussi j'avais des compétences en immunologie. Donc, je suis rentré finalement comme président de Sanofi Pasteur MSD, qui était une joint venture entre Sanofi et Merck, donc Europe-États-Unis. Donc, très intéressant. J'ai fait 10 ans de ça, ce qui pour une joint venture, c'est bien. C'est pas mal. Donc, et puis après, j'ai décidé c'était en 2011, j'ai décidé de m'occuper plus directement parce que les biotechnologies m'intéressaient. C'est ça, à un moment où vous dites, tiens, il faut que j'aille un petit peu dans le secteur de la santé innovante. Oui, en fait, ça s'est fait un petit peu d'une manière, puisque dans le cadre, quand je travaillais pour Sanofi Pasteur MSD, j'étais rentré au LEM et je me suis occupé au LEM des biotech, notamment avec d'autres entités européennes, France Biotech et tout. Donc c'est ce qui m'a donné l'envie de rentrer dans la biotech et à partir de 2011, je me suis occupé de différentes biotech dans des domaines que je connaissais au démarrage, vaccins et autres. Et puis voilà, j'ai continué à m'occuper soit comme consultant, soit comme dirigeant de biotech depuis, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et je rejoins Ferresides un peu sur un coup de cœur parce que, comme vous l'avez exposé au démarrage, moi les phages, ça m'a intéressé. Alors, les vaccins, les virus, voilà. Je me dis, c'est quand même super, un truc qui a été un peu mis de côté parce que au moment quand les antibiotiques sont arrivés, on s'est dit il n'y aurait plus besoin. Puis on n'avait pas non plus le savoir-faire, la technologie à cette époque-là. C'est un peu comme l'histoire de l'ARN messager en fait. À un moment donné, il faut qu'il y ait un pont technologique pour qu'on puisse utiliser des trucs. Et je pense que ce moment est venu pour les phages. Voilà. Je pense que ce moment est venu pour les phages. Justement, si on revient sur l'actualité récente de Ferresides, il y a eu cette annonce fin mai par la biotech d'une autorisation d'accès compassionnel par l'ANSM pour l'utilisation de vos phages anti-staphylocoque doré. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le sujet? Alors, un petit peu. Pas trop alors. Non, en fait, je vous explique il faut que je vous explique le contexte et le process. Vous savez que les systèmes des ATU a été revu en France. Oui. ATU, on rappelle, autorisation temporaire d'utilisation. Voilà, qui
s'est séparé maintenant en deux pans. Il y a ce qu'on appelle les accès précoces, qui sont gérés à la demande de l'industriel avec la haute autorité de santé, et ce qu'on appelle un autre aspect, c'est les accès compassionnels. C'est dans ce cadre qui sont gérés en fait quand il y a un besoin médical exprimé par des médecins, des autorités, des ministres, ou la NSM elle-même, l'Agence nationale du médicament. Donc c'est elle qui gère le process. Et nous, on est dans ce cadre-là, avec un cadre qui s'appelle une autorisation d'accès compassionnel précoce. Alors, elle a un double intérêt. D'abord, ça permet à des médecins, des patients de bénéficier de traitements par phage. Quand ils ne peuvent pas rentrer dans un essai clinique avec des phages, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, il y a les essais cliniques, quand il y a un besoin compassionnel, donc c'est vraiment ça. Et donc nous, on a soumis un dossier pour avoir un dossier réglementaire assez complet et classique. Donc pour avoir accès à ce type pour que nos phages soient éligibles à cet accès. Alors ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que ça s'appelle un accès précoce et ça préfigure dans le futur l'accès précoce. D'accord. Alors, qui pour nous aussi est intéressant. C'est pour ça qu'il y a une continuité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un cadre contraint. On est dans le compassionnel, donc on ne fait pas de publicité, on ne fait pas de promotion. C'est ce qui expliquait, oui. Voilà, donc voilà, je ne vous en dirai pas plus. C'est géré par les médecins, contrôlé par des experts d'infectiologie et qui contrôlent le circuit, qui est un circuit où on trouve des experts, des médecins, des experts. La NSM, c'est un circuit bien déterminé. Ce qui pour nous est important aussi, parce que jusqu'à présent on faisait du compassionnel avec l'Agence nationale du médicament, au cas par cas, et chaque fois c'était compliqué pour eux, compliqué pour nous, compliqué pour tout le monde. Il y a déjà l'amorce d'un cadre quand je vous écoute. Il y a l'amorce d'un cadre, pour nous c'est important parce que du coup ça structure notre approche et ça structure l'approche de tout le monde. C'est un cadre défini et c'est bien pour tout le monde. Donc nous on est très contents, c'est une première avancée en France réglementaire importante. Voilà. Bon, nouvelle sur laquelle j'espère vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus. Elle est tombée mi-juin, ça c'est le recrutement du premier patient pour l'étude de phase 2 Phagodaire. Donc là c'est le traitement des infections ostéo-articulaires sur prothèse causées par le staphylocoque doré. Moi j'ai envie de savoir quelles vont être les prochaines étapes de cette étude. On revient sur le déroulement, qu'est-ce qui va se passer ? Alors d'abord, pour nous les études cliniques sur les phages, c'est vraiment clé. Il faut vraiment, on veut rentrer dans une démarche, on l'a vu, clinique et réglementaire, parce qu'on veut faire la démonstration que ça fonctionne, parce que tout le monde parle des phages depuis des années, mais nous on veut démontrer que ça fonctionne. Donc cette étude, c'est la première étude clinique chez des patients qui ont des infections de prothèse à Staphylococcus aureus. Donc elle a démarré, là on a eu les autorisations et le premier patient a été inclus le 15 juin. Donc c'est pour nous une étape importante. Donc cette étude, elle va se dérouler sur 64 patients. Donc il y a 2 bras de 32 patients. Et on va impliquer dans son développement qui est en cours, là, une quinzaine de centres en France. Au minimum 3 centres en Espagne. On a eu l'autorisation des autorités espagnoles. Et on va l'élargir aussi probablement à d'autres pays prochainement. Et on revient, même si vous l'avez déjà dit, premier résultat, première communication possible. Alors, ça va dépendre du recrutement, mais on attend des résultats et une communication vers le deuxième semestre 2023. Donc c'est dans un peu plus d'1 an. Voilà. Je sors ma question boule de cristal, Didier, vous me pardonnerez. On va se projeter un peu si cette phase 2 était validée. Qu'est-ce qui serait privilégié ? Ce serait de pousser en phase 3, est-ce que c'est possible ? Ou après, finalement, de dire on a fait la preuve de concept avec cette phase 2 et on cherche un partenaire ? Alors, on est en train justement, on parlait de l'évolution de la gouvernance, et une des raisons justement de cette évolution, c'est qu'on veut travailler avec l'ensemble du conseil d'administration sur la stratégie de la société. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est on fait une vraie réflexion stratégique à la fois sur ce qu'on va développer comme nouvelles indications, parce qu'on a d'autres, outre le staphylocoque, on a d'autres familles de phages contre des bactéries qu'on développe, Escherichia coli et Pseudomonas. Donc on veut avoir une vraie réflexion là-dessus, et aussi une réflexion sur le développement stratégique de la société. Et là, on étudie toutes les pistes.
on a recruté un CEO qui est en charge justement de la réflexion stratégique et du business développement. Donc notre idée, c'est à partir de maintenant, de se préparer à toutes les pistes qui peuvent être des pistes, on y va tout seul et le marché nous permet par exemple de générer cette phase 3 tout seul. On trouve des partenaires ou toutes les solutions possibles. Parce qu'on a des ambitions pour cette phase 3, de la préparer avec une vision très internationale. C'est-à-dire, on voudrait être présent en Europe et aux US. Voilà. Ouais. Vision très internationale. Question que je me suis posée quand il y a eu cette annonce d'accès compassionnel. Est-ce que ça, ce sont des données qui peuvent venir étayer aussi les essais de phase 2, voilà, de recueillir de la data supplémentaire sur l'efficacité? Alors je vais vous dire oui pour recueillir de la data, et non pour l'efficacité. En fait, c'est séparé. Voilà, c'est complètement séparé. Mais l'avantage de ces autorisations compassionnelles, c'est comme je vous l'ai dit, il y a un circuit et que les données vont être collectées et gérées. On aura accès aux données. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment sont utilisés les phages, comment ils sont tolérés, etc. On n'aura pas de données d'efficacité globale. C'est pas fait pour ça, mais c'est un apport complémentaire en termes de données qui pourront sans doute nous servir aux agences. Vous aussi et à nous comprendre un petit peu ou à designer certaines études. Exactement, voilà. C'est surtout ça l'important d'avoir effectivement ces données. Parce que sur les 50, on a déjà eu 55 cas compassionnels dans le passé, là, dont 17 en début 2022, mais on n'a pas accès aux données. Hein. Personne puisque c'est chaque hôpital ou chaque truc qui gère son oui, ils ont les données. Donc là, le système fait les données pourront peut-être partager, et c'est important. Voilà. 16 mois après votre introduction en bourse, forcément une question aussi un petit peu traditionnelle au journal Biotech, quel est le niveau de trésorerie de Ferresides? Quel horizon financier ça vous confère? Et puis, c'est la question surprise, à quelles attentes finalement les investisseurs, quelles attentes des investisseurs la société devra avoir répondu d'ici le prochain refinancement? Qu'est-ce qu'il faudra avoir délivré? Alors, déjà, on va parler sous. Quelle est la trésorerie et l'horizon financier? L'horizon financier, il est celui qui a été annoncé. Donc, on est financé jusqu'à la fin de cette année. Oui. Hein. On est en train de préparer, bien évidemment, mais je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, des solutions de refinancement. Hein. Donc, ça, c'est logique. C'est logique, c'est fait. Hein. Donc, on est dessus. Après, qu'attendent les investisseurs? C'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais je pense que la boîte, elle a délivré ce qu'elle avait dit. Hein, on avait dit qu'on aurait des autorisations d'accès compassionnel, on les a. On a dit qu'on aurait notre étude clinique Phagodaire qui allait démarrer, elle a démarré, le premier patient est rentré. Donc on est en ligne. Et je pense qu'on va continuer dans les semaines à venir à travailler là-dessus. Donc nos priorités, et qu'est-ce qu'on peut dire de plus, c'est les inclusions, hein, c'est les nouveaux centres qu'on va ouvrir en France et à l'étranger. C'est peut-être, on a aussi l'objectif d'obtenir un accès compassionnel d'ici la fin de l'année pour le Pseudomonas. Hein, donc on ouvrira un deuxième type d'accès compassionnel. Et puis définir et lancer. Alors vous savez qu'on a des études cliniques autres qui vont démarrer, donc qui sont sur des protocoles thérapeutiques hospitaliers. Donc tout ça, ça va démarrer comme prévu cette année. Voilà. Bon, voilà. Les phages, ces virus tueurs de bactéries et la belle promesse de Ferresides. Merci beaucoup Didier Hoche pour ce point de situation sur la société. Merci. Le journal des Biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.